C'est parti, bonjour à tous. Vous êtes nombreux déjà connectés sur ce webinaire. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on voit Valérie? Bonjour. Ça y est, les coucous arrivent. Ouais, C'est c'est clair. bon. Super, tout le monde nous entend. Ben, génial. Je vous laisse arriver le temps qu'on lance. 10 petites secondes. Ben, super, je crois qu'on est très nombreux déjà. Et ben, je vais pouvoir attaquer tout de suite. Bonjour. Nous allons travailler aujourd'hui, donc, ce début de semaine, sur euh, une de nos spécialités, quand même, qui est le recrutement de commerciaux. Comment recruter des vendeurs qui vendent. Je suis en compagnie de Valérie Legendre, qui va tout de suite se présenter. J'introduis rapidement, on se présente, et puis on attaque la petite présentation. Sachez qu'on en a pour à peu près une demi-heure de présentation au maximum, et ensuite beaucoup d'échanges, et j'espère beaucoup de questions sur ce recrutement des commerciaux. Vous savez que demain, dans quelques semaines, ou j'espère assez rapidement, on va devoir relancer la machine, donc on est là pour ça aussi. Alors, ce webinaire est évidemment le condensé de notre ouvrage référence en la matière, donc comment recruter des vendeurs qui vendent. Alors, nous recrutons des vendeurs, évidemment, et puis nous les formons. Nous avons également rédigé un ouvrage avec Florian Pasteur qui s'appelle Comment vendre honnêtement. Donc, sachez que cet ouvrage va donner lieu rapidement à pas mal de formations que nous allons lancer, notamment sur la vente à différents niveaux. On reviendra dessus à plusieurs reprises. Pour présenter notre programme de webinaire, vous savez que donc, le 10 avril, vendredi prochain, mon associé Loïc Douillère va faire donc, un webinaire sur le media training qui va vous permettre justement de vous faire connaître, de faire connaître votre activité et pourquoi pas passer chez Laurent Delahousse. Donc rendez-vous le 10, mais ça je le rappellerai un petit peu plus tard. Et puis vous avez l'ensemble de nos webinaires jusqu'au 24 avril. Peut-être qu'il y en aura d'autres après, je pense, vu le succès. Je me présente rapidement, Augustin Valero. J'ai bientôt 47 ans dans une semaine. Je dirige le cabinet depuis maintenant une vingtaine d'années avec Loïc Douillère et Florian Mentionne. J'anime un réseau de consultants au niveau national, Florian Mentionne Institut. Et j'ai une vie associative assez riche puisque je suis trésorier de la Chambre de commerce de l'Hérault, également aussi membre associé au sein du MEDEF. Valérie, rapidement, je te laisse te présenter. Bonjour. Bonjour à nouveau, Valérie Legendre. Je ne dirai pas mon âge, un petit peu plus qu'Augustin. Je suis dans le réseau Florian Mentionne depuis 6 ans. J'ai un parcours auparavant de marketing et commercial, donc je suis particulièrement intéressée et peut-être un peu plus aiguisée sur le sujet, avec au-delà du professionnel, une vie associative aussi très intégrée dans plein d'associations économiques et sportives de la région d'Avignon. J'ai une question. Tout le monde voit le slide de Loïc, de Valérie, pardon? Parce que j'ai une question sur le slide. Oui, ok, super. Merci. Ok, j'avais eu un SMS en parallèle qui me demandait de changer le slide, donc je ne comprenais pas trop ce qui se passe. Une information aussi par rapport à quelqu'un qui demande s'il y aura la présentation à la fin. Oui, vous recevrez tous le PDF qui est en train de passer. Deux choses. Non seulement vous aurez la présentation, mais vous aurez aussi la vidéo, le replay. Allez, c'est parti. Alors, pour revenir sur ce marché des commerciaux, à chaque fois que nous voyons un de nos clients, on a souvent cette demande qui consiste à dire je ne trouve pas, en fait. J'ai du mal à recruter, j'ai du mal à trouver des commerciaux, je ne sais pas où ils sont. Et pourtant, quand on reprend une étude du DDCF, les dirigeants et commerciaux de France, qui est une association composée de dirigeants et commerciaux de France, il faut savoir que l'étude démontre qu'il y a en moyenne 20 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, alors que plus de 50 000 professionnels, eux, sont au chômage. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. D'une part, on a des offres d'emploi et on a des personnes en face qui sont prêtes à y répondre et qui ne trouvent pas non plus de job. Alors, pourquoi? Pour cela, nous avons 5 explications. La première est que, et c'est vrai, les employeurs cherchent des clones. Clairement, lorsque je vois une offre d'emploi, elle est souvent rédigée de la même manière, avec autant d'expérience, autant d'éléments liés au profil, centrés purement sur les compétences et très souvent à court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe vraiment
une manne de gisements inexploités tels que les commerciaux des entreprises, les collaborateurs des entreprises, mais aussi dans les universités, dans les écoles. Je passe rapidement là-dessus, c'était ma première explication. Donc, on cherche des clones. Alors, on cherche des clones, mais à côté de ça, notre deuxième explication consiste à dire aussi que ça ne sert à rien de chercher un clone parce que finalement, il existe non pas un seul type de vendeur, mais différents types de ventes. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Vendre en B2B, ce n'est pas la même chose que de vendre en B2C. Vendre des services, ce n'est pas la même chose que vendre des produits. Vendre à un client final, ce n'est pas la même chose que de vendre à un revendeur. Donc, vous le verrez, hein, dans nos livres, on développe cette partie-là de manière assez précise, mais clairement, si vous définissez un profil type et que finalement, vous considérez qu'il va répondre à tout type de vente, ben, malheureusement, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, ça nous amène à nous élever et à essayer d'avoir une approche beaucoup plus globale du recrutement de ces commerciaux. Tu es d'accord avec moi, Valérie? Pardon, juste par rapport au profil type, au-delà des questions qu'on a l'habitude de se poser pour bien cerner ce type de commercial, je pense qu'il y a effectivement B2B, B2C, toutes ces choses classiques. Quand on travaille sur des commerciaux, ceux qui sont plus conquête ou plus fidélisation, c'est particulièrement important pour les tempéraments. Et ça, faut pas les oublier dans la façon de les filtrer et de les évaluer. Cycle court, cycle long, je regarde beaucoup sur de la façon de vendre. Ça amène aussi des postures et des préparations de vente différents et les gens ne sont pas tous les mêmes là-dessus. Et peut-être enfin rapidement des choses qu'on regarde moins, des ventes qui sont plus stratégiques et des ventes qui seront au feeling. Il peut y en avoir aussi. Et donc se poser toutes les questions en amont peut amener à une meilleure évaluation derrière. Bien sûr. On continue notre explication avec la troisième explication qui concerne les attentes, cette fois-ci des candidats. Alors, il faut savoir que les choses ont changé et évoluent avec le temps. Alors, clairement, si je recrute sans tenir compte jusqu'à temps un commercial, ça va être un petit peu compliqué, notamment en matière de conditions matérielles. On reviendra dessus, hein, sur ce sujet-là, notamment par rapport aux moyens humains, bien sûr. L'image de l'entreprise est importante, son projet, l'ambiance de travail. Et un point aussi que nous relevons très souvent, c'est que l'autonomie. Un commercial a besoin d'autonomie, il a besoin d'être encadré, bien évidemment, mais très souvent, il souffre par le poids du management. Des choses à rajouter, Valérie, par rapport aux attentes? Dans les moyens matériels, enfin conditions matérielles, le variable, hein, souvent, il faut bien le cerner. Oui. Et pas laisser variable intéressant dans l'annonce, c'est bien quand on peut le préciser. En tout cas, pouvoir apporter la question au candidat, c'est clé pour retenir un commercial, ça c'est sûr. Et le soutien derrière, ADV, un binôme qui est fait avec de la logistique, c'est des éléments que l'on ne met pas toujours et qui sont clés de la même façon pour faire tenir un commercial intéressant. La voiture aussi, parfois, ça fait partie du statut, il ne faut pas l'oublier. Alors, juste à notre public, n'oubliez pas si vous voulez bien commenter, n'hésitez pas, hein, vous envoyer des petits messages. Je pourrai répondre à des questions au fur et à mesure. Hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais n'hésitez pas. Hein. Alors, nous continuons notre explication. Je vais passer très vite sur ce concept parce que nous l'avons repris à plusieurs reprises, mais ça reste quand même notre formule universelle au sein du Florian Marchand Institute, selon laquelle la performance des vendeurs, elle ne dépend pas uniquement de ses compétences. Il faut savoir que, évidemment, elle dépend de ses compétences, que sont le savoir, savoir-faire et savoir-être, mais pas que de cela. Ce serait une erreur de ne pas tenir compte de ce que nous appelons, nous, le M-occupe, c'est-à-dire 3 éléments, les moyens, le management, et les managements, attention, parce que avoir de très bons commerciaux et avoir de mauvais managers, ça peut être catastrophique pour une entreprise. Ça, c'est un élément que nous regardons souvent aussi avant de recruter. Et puis enfin, la motivation. La motivation ne fonctionnera que de l'instant où j'ai pu mobiliser les moyens et le management derrière. Et évidemment, ça permettra d'optimiser cette performance du candidat. J'entends parler de CRM aussi, oui, tout à fait. Il y a plein de moyens également à mettre en place. Alors, 5e explication. Très souvent, le besoin exprimé par un recruteur est différent du besoin réel. Clairement, lorsque on me dit je cherche un commercial ou mes commerciaux ne sont pas bons, je ne peux pas m'arrêter à cela. L'idée, c'est que lorsque je cherche un commercial, ce que j'exprime vraiment, en réalité, c'est
un besoin. J'ai besoin de vendre mes produits, de vendre mes services. J'ai besoin de faire un chiffre d'affaires. Encore plus, j'ai besoin de faire de la marge. En fait. Donc, pour cela, une des solutions, c'est de passer par un commercial, bien entendu. Mais j'irai au-delà. On peut très bien passer par un assistant commercial. On peut demander au commercial de l'Hérault de s'occuper des ventes dans le Gard également aussi. On peut demander au chef des ventes régionales de prendre en charge les portefeuilles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aller au-delà du besoin à court terme, que vous avez l'impression de ressentir quand vous cherchez un commercial. Et pour cela, il faut mettre en place une méthode. On parle beaucoup de CRM, je vois dans les questions. Alors, il y a, pour compléter notre réflexion et pour aller un peu au-delà, sachez que l'approche classique du recrutement, c'est celle que vous avez tous habituellement, et qui est une bonne approche. Elle consiste à dire, recruter, c'est chercher l'adéquation entre un profil et un candidat. Alors c'est vrai, quand vous recrutez, vous avez fait un travail de définition de profil, puis en face, vous allez chercher ce fameux candidat et ses compétences. Pour moi, et pour nous, en fait, pour le Formation Institute, cette approche classique, elle est insuffisante. Et nous vous conseillons d'avoir une réflexion qui consiste à dire, recruter, c'est résoudre un problème d'organisation et un problème humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous recrutez un commercial, vous allez renverser l'équilibre dans l'équipe, l'équilibre dans l'entreprise. Vous allez introduire une nouvelle personne dans l'équipe qui va modifier un peu les forces entre les uns et les autres. Et si je m'arrête à du court terme et à observer comment cela se passe à court terme, sans tenir compte de ce que je vais dire après, je risque d'aller vers l'échec. Donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous repartez de zéro et vous créez un nouvel équilibre. Tu es d'accord avec moi, Valérie? Oui, complètement ça. Ça reboucle pour moi un certain nombre de choses là. Problème organisationnel, c'est l'amont, c'est ce qu'on disait de vraiment cerner l'objectif avant de prendre le brief sur un commercial. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire et qu'est-ce qu'on cherche. Et le problème humain, faut pas oublier que même si un commercial, on le pense souvent en solo, notamment quand il est itinérant, il fait partie d'une équipe. Donc, comment il s'intègre? Quel binôme il fait, de quels moyens il a besoin et comment son tempérament va faire qu'il aura toute l'énergie nécessaire pour être performant même quand il sera seul pendant des jours et des jours. Donc, il y a plein de choses à checker avant de rencontrer et en tout cas d'évaluer correctement les candidats. C'est exactement ça. N'oubliez pas ce que vient de dire Valérie. Pour moi, c'est une des clés du succès, mais peut-être la plus importante, c'est que l'équipe a son rôle à jouer. Et vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Bon, j'entends qu'on m'entend bien, donc Dominique, je crois qu'il y a un petit problème de son chez toi. Essaie de traficoter tes paramètres. Alors, je vais vous parler maintenant de la manière dont nous approchons le recrutement et que je vous invite à appliquer en travaillant à partir de notre ouvrage. Vous verrez qu'on peut mettre des choses en place de manière très simple, mais c'est une question de réflexion et de stratégie à l'amont. Alors, première étape dans un recrutement, c'est identifier le besoin. D'accord? La deuxième, c'est rechercher des candidats. La troisième, il faut les évaluer, bien entendu. Et enfin, l'intégration du candidat. Donc, tout ça, on va le voir maintenant rapidement. Le besoin. Alors, aujourd'hui, lorsque vous allez définir ce besoin, vous allez devoir effectuer ce qu'on appelle un audit organisationnel. Quel est l'état des lieux de mon équipe? Quelle est l'histoire de mon entreprise par rapport à ses fonctions? Comment est-ce qu'elle se positionne sur le marché? Quel est l'historique de mon directeur commercial? Voilà. Donc, on va étudier l'entreprise et son fonctionnement au quotidien. Ensuite, il y en a un qui nous dit, c'est Dominique qui nous dit, vendre n'est pas faire vendre. Oui. C'est vrai, celui qui vend, celui qui fait vendre, il est un peu en amont. C'est vrai, c'est vrai. Et aussi, Augustin, juste, ça anticipe un peu sur après, tu pourras le reprendre, mais il y a une remarque de Johan sur le fait que quand on est en entretien, on a plus souvent l'impression de vendre son entreprise que d'écouter le commercial. Ça peut être un travers, mais après, c'est dans la façon de mener les entretiens. Tu peux en reparler après quand ça viendra. Oui, c'est prévu. Alors, ça, c'est clair. Hein, la posture vendeur-vendeur, on la retrouve systématiquement dans les entreprises, et ça, on va en reparler tout à l'heure. Donc, première étape, étudier ce dont vous avez vraiment besoin. Mais pour cela, il faut bien connaître votre entreprise et son fonctionnement. Ensuite, n'hésitez pas à chaque fois que vous recrutez à reprendre noir sur blanc les missions confiées au commercial. Parce que
très souvent, on va s'apercevoir que la fiche de poste existe, mais qu'elle a 10 ans, qu'elle a 10 ans, qu'elle a été rédigée il y a 10 ans à l'occasion du recrutement du précédent commercial. Donc, il y a un travail à faire en amont quand même, hein. Et enfin, il faut définir le profil. Le profil, il va être fonction de tout ce qu'on a vu en amont, c'est-à-dire de mon entreprise, de son histoire, de sa façon de fonctionner, des missions que je vais définir pour mon candidat. Et il est clair que me dire, Augustin, je veux le même candidat que chez le concurrent, ça peut être un élément de réponse, mais je ne suis pas sûr que ça marche à 100% parce que travailler pour Bouygues, ce n'est pas la même chose que travailler pour Eiffage. Donc, voilà pourquoi nous avons cette approche de, à chaque fois que l'on lance un recrutement, on repart, entre guillemets, de zéro par cet audit qui est pour nous stratégique. Alors, la recherche. Aujourd'hui, il y a Johan qui nous dit qu'il n'y a pas de candidat idéal. C'est vrai, il n'y a pas de candidat idéal. On l'a dit tout à l'heure, il y a différents types de ventes. Un candidat ne sera pas valable pour tous les types de ventes. Et encore, je rajouterai, un candidat ne s'intégrera pas aussi facilement dans toutes les entreprises. Il y a des tailles d'entreprises, il y a des histoires d'entreprises qui font que ça peut ou ne pas fonctionner. Alors, comment la rendre visible dans l'entreprise? Parce que souvent, j'entends, j'ai passé des annonces sur Pôle emploi et on râle sur Pôle emploi, j'ai passé sur la PEC. L'annonce est un point de départ, mais en réalité, pour moi, pour rendre visible mon entreprise et la rendre attractive, vous devez penser que les commerciaux se trouvent là, là où ils sont, c'est-à-dire dans les salons, dans les foires, dans les salons de l'emploi, dans les écoles, sur Internet, dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de recruter même en dehors des campagnes de recrutement. Voilà. Créez-vous du réseau. N'oubliez pas que lorsque je me repose que sur l'annonce, cela veut dire que je suis sur du court terme. Je suis en train de subir le recrutement. Fédéla a raison, il faut occuper le terrain. Ça, c'est clair en permanence. Alors, troisième étape, l'évaluation. Il y a deux questions à se poser en fait. Ce qu'il faut évaluer, que faut-il évaluer, et puis comment évaluer. Alors, pour cela, je vais répondre de la manière suivante. Ce qu'il faut évaluer, évidemment, c'est les trois éléments de la compétence, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir étant les connaissances du profil, le savoir-faire lié à l'expérience et le savoir-être à la personnalité. Et pour cela, il existe, donc, le comment, je réponds, des outils d'évaluation du savoir, du savoir-faire et des outils pour le savoir-être. Alors, le savoir, ce n'est pas très compliqué parce que quand vous avez des diplômes, quand vous avez suivi des formations, quand vous avez un parcours de formation toute votre carrière, les diplômes d'État justifient un savoir et vos diplômes professionnels justifient des acquis professionnels. Le savoir-faire, même chose, pour moi, ce n'est pas très compliqué. Il est lié aux expériences du candidat. Donc, quelqu'un qui a une expérience prouvée dans un domaine, on n'aura pas trop de mal à le voir. En revanche, là où c'est plus compliqué, où ça se corse, c'est le savoir-être. Et c'est là que je vais revenir sur ce qui est. Alors, Cathy qui nous dit que le diplôme est aléatoire. Oui, le diplôme vous donne des éléments sur une capacité à apprendre. Donc, c'est vrai, il sert à déterminer un savoir. J'ai acquis un savoir théorique. Voilà. Mais est-ce qu'il me permet de dire que je vais réussir dans ce recrutement? Ça, j'en sais rien. D'accord, hein, Valérie? Ça donne des indices sur la formation, bien sûr. Après, on ne peut pas maîtriser l'ensemble de la qualité des formations, mais on sait qu'il y a un minimum de base. Donc, c'est un premier indice, effectivement, pour dire, OK, il y a eu cet apprentissage-là. Mais c'est vrai que ça ne fait pas tout. Et en tout cas, dans le savoir-être, si je peux rebondir maintenant, Augustin. Oui, évidemment. Il y a plein de choses qui vous appartiennent par rapport à ce que vous cherchez dans une mission et dans un poste et par rapport à son objectif. Mais sur les commerciaux, il y a 3 points peut-être que de mon côté, je regarde avec un peu plus d'attention de façon générale. Il y a toujours des spécificités. Ou 4 même. La présentation globale, orale et écrite, donc via le CV, ça commence pour un commercial où je suis particulièrement exigeante parce que c'est là où il commence à se vendre. Donc, autant qu'il ait bien préparé ses outils. Et autant on peut être plus cool sur d'autres postes. Celui-là me paraît clé pour être exigeant fort dès le départ. La deuxième, c'est la capacité d'écoute. On reparlait de ça un peu au début sous une autre forme dans les questions. Pour commercial, c'est écouter profondément, véritablement et en écoute active. Et ne déroule pas même toutes les bonnes techniques
qu'on peut avoir là-dessus, ça ne suffit pas. Et dans l'entretien, on voit très bien la capacité d'écoute du candidat. Donc ça, c'est un deuxième point important. La troisième étant la clôture. Un commercial qui sort un peu de la norme, il sait particulièrement bien clôturer au bon moment et de façon efficace. Et ça se voit à nous quand on n'arrive pas ou difficilement à clôturer un entretien avec le candidat qui reste et qui s'accroche même si on se lève. Bon, là, on sait qu'il y aura quelques problèmes avec ses clients. Et enfin, je parlerai, alors là, c'est un peu plus classique, mais de combativité, de persévérance. Un bon commercial, il lâche pas. Il lâche pas intelligemment, hein, pas en gonflant le client, mais il lâche pas. Et ces points, on arrive à les voir à peu près correctement en écoute active aussi pendant l'entretien. Voilà, pour le savoir-être. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'entretien permet de mesurer ces aptitudes-là, en fait. Et on va aller un petit peu plus loin pour dire comment compléter cette évaluation. Alors, pour le savoir-être, j'ai entendu parler de soft skills. On est très proche du savoir-être, en fait. Hein. Les soft skills, c'est une façon de traduire les aptitudes dont tu parles tout à l'heure, l'écoute, la capacité à motiver, la capacité à s'intégrer. C'est quelque chose qui, pour moi, existe depuis toujours. C'est ce que j'entends par savoir-être, mais les savoir-être attendus évoluent avec le temps. Ça, c'est vrai. Alors, pour moi, évaluer le savoir-être, oui, il y a le CV, bien sûr. Il y a l'entretien, et tu viens de le dire, c'est très important l'entretien. Nous avons besoin de tests, parce que les tests psychotechniques vont nous donner des indices également sur le candidat. L'auto-évaluation est importante, c'est-à-dire de mettre en position de s'auto-évaluer par rapport à une mission. La mise en situation, l'assistance, c'est d'ailleurs des choses que vous connaissez tous en fait, hein, mais vous le voyez, le contrôle de référence, d'autres éclairages, une visite d'usine. Moi, quand je fais un recrutement avec une présentation de candidat auprès d'un de mes clients, systématiquement, je demande à faire un tour de l'usine avec le commercial présenté parce qu'à ce moment-là, il va poser des questions. En fait. Il va avoir une attitude, il va avoir une posture. Le repas au restaurant est important aussi. Ça fait partie entre guillemets, des clichés, mais un commercial qui ne sait pas se tenir à table, bon, voilà, ça peut poser un problème si dans cette entreprise, il est important pour vendre d'être capable d'assurer l'entretien commercial au restaurant. Juste pour revenir sur ce que c'est qu'un outil d'évaluation et voir sa performance. Pour qu'un outil soit performant, et là je reviens sur 3 concepts phares chez nous en fait, il faut qu'il soit fidèle, il faut qu'il soit valide et il faut qu'il soit prédictif. Vous retrouverez tout cela dans nos ouvrages, mais c'est très très important de bien comprendre que qu'est-ce qu'un outil fidèle? L'outil fidèle est celui qui, utilisé par 2 recruteurs, va vous donner le même résultat. Si là, je te donne un thermomètre, si je viens chez toi et je mesure la température avec un thermomètre, je vais avoir environ 26 degrés. Je pense qu'il fait ce temps-là chez toi. Si tu prends un thermomètre, Valérie, ça va être la même chose, tu vas obtenir le même résultat. Donc, par 2 personnes différentes, le résultat sera le même. Ensuite, est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il mesure bien ce qu'il est censé mesurer? Et oui, un thermomètre va mesurer la température. Et est-ce qu'il est prédictif? C'est-à-dire que demain, si je te le redonne, est-ce que tu auras le bon résultat, la bonne température? La réponse est oui, évidemment. En revanche, je reviens sur mon slide précédent. Est-ce que mon CV est fidèle? Est-ce qu'il mesure bien ce qu'il est censé mesurer, c'est-à-dire la capacité d'un candidat à intégrer un poste? En partie, on aura des choses intéressantes. Est-ce que l'entretien va ajouter d'autres éléments, donc que ce soit le côté valide et prédictif? Je ne sais pas en fait, pas à 100%. Parce qu'un entretien, je peux avoir une très belle prestation, je peux avoir un bon commercial qui me dit, moi, monsieur Valero, demain, quand j'arriverai dans l'entreprise, je vais surtout utiliser le CRM, le compléter, bien le travailler, envoyer des emailing, derrière, je vais obtenir des rendez-vous, et puis ensuite, je vais vendre. Et puis, vous savez, moi, vous avez vu mon CV, hein, je suis à 30% d'augmentation de mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Bon. Est-ce que c'est quelque chose qui est prédictif, qui permet de prévoir que l'entretien va être efficace au moment de la prise du poste? Eh bien non, la réponse est non, c'est du déclaratif. Les tests, ils vont ajouter quelque chose, l'auto-évaluation aussi, le contrôle des références également,
Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre approche, il n'y a pas un seul outil qui permette de dire que je réunis ces trois conditions. Si je ne fais que des entretiens et je me base sur la poignée de main, je ne serai pas en mesure de dire qu'il est fidèle, valide et prédictif. Augustin, il y a juste une question de Thierry. Fidélité ou fiabilité? Alors, fidèle parce qu'il répond bien à la question de savoir est-ce que si je te le donne à toi, tu auras le même résultat? Il est fidèle en fait. Hein. Alors, je pense qu'en plus, il est fiable parce qu'il mesure bien dans toutes les conditions. J'aurai toujours le thermomètre comme outil de mesure. J'espère avoir répondu. Mais le problème, c'est que je n'ai pas un seul outil en matière de recrutement qui, à lui tout seul, soit fidèle, valide et prédictif. Voilà pourquoi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Alors, fiable, un entretien, je ne sais pas si j'ai une preuve de fiabilité avec un entretien lorsqu'il est fait par deux recruteurs qui n'ont pas la même méthode. Voilà. Il y a ça aussi qui intervient. Je continue sur l'évaluation. Donc, pour répondre à ces trois critères, je suis obligé à chaque étape, lettre de motivation, CV, test, entretien, de recueillir des indices, de les analyser, d'en faire une synthèse et de les rapprocher du profil recherché. Ça veut dire que tous les outils que je viens d'énoncer sont importants et que tous les outils doivent être mis en place de manière professionnelle. Alors, je passe rapidement aussi sur un concept fort chez nous, qui est l'entretien consensuel. Pourquoi un consensus? Lorsque on est dans un rapport vendeur-vendeur, l'entreprise se vend et le candidat se vend. Okay, donc, bon, on est tous très contents, mais est-ce que je vais obtenir ce résultat que j'attendais tout à l'heure? Pas forcément. L'entretien doit aboutir à un consensus qui consiste à dire je vais donner au candidat des éléments de réponse par rapport à son profil, vous m'intéressez, mais, et le candidat en repartant chez lui, il faut qu'il ait des informations. Si en rentrant, il arrive à la maison et la candidate dit à son conjoint, bon, ça s'est bien passé, mais bon, j'en sais pas plus, je n'ai pas plus d'informations sur la suite du processus, là, il y a un problème d'équilibre dans la relation. Donc, en fait, le consensus, c'est de dire, on s'est bien entendu, on a dit chacun ce qu'on avait à se dire, et l'étape suivante aura lieu à telle date, avec derrière un suivi. Deux choses importantes, l'entretien doit reposer toujours sur un guide d'entretien, obligatoire, qui est votre outil de suivi de l'entretien, des différentes étapes, et une grille d'observation qui, elle, correspond à un poste. Un guide d'entretien peut être standard pour l'ensemble des postes. Une grille d'observation concerne des éléments spécifiques au poste. Dans nos ouvrages, vous aurez pas mal d'éléments là-dessus, n'hésitez pas. Juste un petit point sur consensus pour ajouter sur le qualitatif. Dans le consensus, c'est exactement tout ce que tu dis, avec pour moi une notion d'équilibre dans l'échange. C'est plus une discussion avec nous, toujours notre grille d'évaluation dans la tête ou dans les yeux, oui. Mais on est très attentif au respect et à l'écoute du candidat qui doit qui doit pouvoir dire tout ce qu'il a à dire pour ce poste-là. L'équilibre, pour moi, est très lié à la notion de consensus dans la qualité de l'échange. Voilà. Exactement. On est d'accord. Et Stéphane nous fait une très bonne remarque. Le consensus consiste à se dire mutuellement et honnêtement les choses. Votre profil m'intéresse pour telle ou telle raison, mais il y a des points où je me pose des questions. Je peux le dire, en fait, en entretien. Il n'y a pas de problème. Et sur le temps de parole, Augustin, juste, il y a une question. Comment on répartit le temps de parole? Alors, en entretien, j'ai à peu près 1 heure et demie selon les profils. Je vais passer plus de temps à écouter le candidat. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je vais dévoiler un petit peu mon secret déjà. Mais un entretien est fait pour écouter le candidat. Si je suis obligé de refaire une présentation de l'entreprise, du poste et du profil, je perds facilement 1 demi-heure. En revanche, pour qu'il y ait une relation équitable, il faut que le candidat ait été informé en amont et qu'on puisse se centrer sur sa présentation à lui. Et ça, je reviendrai dessus. Alors, et d'ailleurs, ça ne marchera, ce que je vais dire maintenant, que si l'information est très claire. La seule personne capable d'apprécier l'adéquation par rapport à un profil, c'est le candidat lui-même. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les candidats n'ont pas beaucoup d'informations sur les postes. Ce sont des postes anonymes, ce sont des postes avec des phrases standards, des présentations de profils standards, alors que l'idéal,
serait de s'assurer que le candidat lui-même est conscient de pouvoir répondre ou pas à cette offre d'emploi. Et pour cela, il y a deux conditions. Il faut qu'il soit bien informé et il faut une relation égalitaire, ce que tu viens de présenter à l'instant, en fait, Valérie. Pour moi, bien informé, c'est très simple. C'est prendre le temps de rédiger ce qu'on appelle, nous, une définition de fonction qui présente l'entreprise, le poste et le profil de manière très précise. Si tout candidat qui vient à l'entretien a en sa possession toutes ces informations, les questions sur combien de collaborateurs, combien de produits, quelle est votre gamme, qui n'ont pas de sens à l'entretien finalement, hein, elles n'apporteront rien. En revanche, d'autres questions que je n'ai pas citées volontairement ou involontairement dans la fiche de poste peuvent être intéressantes pour évaluer un peu plus le candidat. Alors, Marc Rénal, 80, 20, ben voilà. Mais pour moi, les 20, c'est moi. Le 80, c'est le candidat. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un bon repère, en tout cas. Si ce n'est pas tout le temps le cas, c'est un très bon repère. Et Marc nous confirme cela. En effet, Marc étant notre consultant toulousain, je tiens à le dire. Alors, autre point là-dessus, Valérie? Non, là-dessus, rien. Ça revient à la notion de consensus, d'écoute, d'équilibre. Non, pas de commentaire. J'ai une remarque de Johan. En effet, mettre en place, nécessité de mettre les cursus en face pour bien se comprendre. Alors, un entretien de recrutement s'introduit. Hein. Vous expliquez au candidat comment ça va se passer. Bonjour monsieur, je vais vous laisser vous présenter. Je veux connaître vos motivations pour ce poste. Nous allons ensuite échanger. Je vous poserai des questions, vous m'en poserez aussi. Et on clôturera dans 1 heure. On donne le timing de l'entretien. Il faut expliquer au candidat comment ça va se passer. Alors, dernière étape, essentielle, parce que vous avez beau avoir les meilleurs CV, les meilleurs candidats, si l'intégration se passe mal, c'est de l'argent foutu par la fenêtre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne intégration? Déjà, c'est de comprendre qu'elle ne dépend pas que du candidat. Ça, je viens de le dire. Ensuite, est-ce que vous avez pensé à mettre en place toutes les informations et on va dire, à mobiliser vos ressources pour intégrer cette personne? Ce sont des exemples, hein, livret d'accueil, tutorat, des tournées accompagnées pour un commercial, on a intérêt à pouvoir l'accompagner un petit peu avant de le lâcher sur le terrain. Des moyens disponibles effectivement le jour J. Si j'arrive dans mon entreprise et que je n'ai même pas de bureau, je n'ai pas de carte de visite, ma voiture va arriver la semaine prochaine. Alors, ce n'est pas une caricature, hein, je peux vous dire que j'anime régulièrement, notamment au sein du MEDEF, ce que j'appelle le club rencontre à faire. Et j'ai des gens qui viennent me voir avec des cartes, mais ce n'est pas la bonne carte, hein, c'est mon ancienne carte. La nouvelle arrive. Donc, ce sont des choses qui dépendent de vous, manager, et c'est à vous de créer toutes les conditions pour que la personne, le jour J, puisse intégrer le poste dans les meilleures conditions. Et cela intègre l'équipe. C'est-à-dire que arriver dans une entreprise et que toute l'équipe connaisse votre nom, que l'assistante vous connaisse tout votre parcours, c'est déjà réussir à faire en sorte que l'intégration se passe au mieux. Sur l'intégration, juste un petit point, puis après je vois que le timing, on est un peu long, que pour moi ça me paraît d'autant plus important pour un commercial, surtout quand il va partir en extérieur, de donner le maximum pour qu'il soit à l'aise. Quand il sera seul, il faut qu'il ait tous les éléments et qu'il ait la niaque à fond. Et ça, il va falloir l'avoir transmis. Et c'est une intégration qui prend le temps qu'il faut pour qu'il soit à l'aise dans le produit, dans sa technique d'argumentation, mais qu'il ait intégré le plus possible la culture de l'entreprise, parce qu'il va diffuser votre image partout derrière pendant des mois, voire des années. Donc, les premières pierres de cette intégration, pour moi, sont clés sur les gens qui représentent à l'extérieur. Ouais, t'as tout compris. Mais bon, ça je le savais. Alors, en conclusion, quelques éléments quelques pistes de réflexion et quelques conseils qui selon nous sont importants. Ah si, j'ai oublié quelque chose, pardon. Sur l'intégration. Faites des bilans d'intégration. Vous pouvez à plusieurs reprises dans l'année vous donner des rendez-vous avec votre collaborateur pour voir comment ça se passe, si l'équipe joue le jeu, si les moyens sont bien ceux qui sont à l'origine présentés, si la mission correspond à la réalité. Voilà. N'hésitez pas parce que c'est là qu'on peut corriger. Le but d'intégrer, c'est aussi de corriger. Hein. En conclusion, donc, évidemment, pour attirer, et c'était le premier point, il faut valoriser votre entreprise. L'entreprise, qu'elle soit très connue ou pas,
on peut toujours la valoriser parce que les équipes peuvent le faire, parce que vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez aller au salon d'emploi, vous former des jeunes gratuitement dans les écoles en faisant des interventions. L'idée, c'est de valoriser votre entreprise sur le marché de l'emploi à un autre moment que le simple moment de l'entretien, pardon, de l'annonce. Interrogez-vous en permanence sur les attentes des commerciaux. Il y a plein d'articles là-dessus. Les DCF travaillent dessus également aussi. Et ça ne veut pas dire que je renverse la relation. Hein. Là, je suis plutôt dans une relation équitable, en fait. C'est comprendre ce qu'ils attendent pour également aussi et trouver un consensus et se mettre d'accord sur ce que l'on va faire ensemble. Ouvrez les profils. Oui, si on prend du temps, si on prend le temps de former, si on prend le temps de vraiment recruter en dehors du court terme, vous allez pouvoir ouvrir les profils et intégrer des personnes qui auront un potentiel derrière. Pensez toujours qu'un recrutement ne se réfléchit pas à court terme, il se réfléchit à long terme. Oui, j'entends parler de sentiment d'appartenance, évidemment. Un manager doit être capable de mobiliser ses équipes, mais encore faut-il être fier de son entreprise. Et c'est là qu'il y a tout un travail à mettre tous ensemble en œuvre. Et c'est l'affaire de tous, hein, et de la production et des comptables aussi. Hein. Il y avait un point sur les questions pièges possibles, enfin pièges ou en tout cas surprenantes pour aller jusqu'au bout du profil des candidats. Et une deuxième question sur donc les pages Facebook qu'on peut regarder. Tu peux dire deux choses là-dessus? Alors, les questions pièges, elles sont intéressantes, mais bon, les commerciaux sont quand même assez malins en général, et, ils les préparent. Moi, je préfère plutôt les sortir de ce registre-là et de les projeter dans le poste, en fait. Comment vous feriez pour qu'est-ce que vous avez prévu comme plan d'attaque? Et ça nous permet de voir qu'il y a des gens qui, finalement, n'ont pas eu l'annonce, la définition de fonction, ou ne se projettent pas. Je ne suis pas très fan des questions pièges. L'idée, encore une fois, c'est de créer une relation équitable. Et pour moi, un commercial, en général, la question piège, il va savoir il va la préparer. Le deuxième élément, c'est l'image sur Facebook et tout ça. Alors, normalement, vous avez des sites dédiés à la communication. Enfin, vous prenez LinkedIn, par exemple, qui est un site professionnel. Facebook, j'y vais peu, parce que, en tant que recruteur, parce qu'il y a très souvent des choses personnelles. Et moi, en tant que recruteur, je m'interdis d'utiliser ces éléments-là pour valider une candidature. En revanche, mon conseil, c'est de faire attention. Faites pas n'importe quoi sur Facebook. Faites pas n'importe quoi parce que tout le monde le voit. Lorsque on voit les ravages des réseaux sociaux sur certaines personnes aujourd'hui, pour moi, voilà, Facebook est de l'ordre du perso. Simplement, soignez votre image. Ne faites pas n'importe quoi. LinkedIn, vous devez la soigner d'autant plus parce que c'est l'outil de communication des recruteurs aussi et des candidats. Donc, pour moi, les réseaux sociaux sont distincts sur la partie perso et la partie. Ça te va comme réponse, Valérie? Oui, oui, moi aussi, je fais très attention aux réseaux sociaux, pas dans un premier temps, éventuellement aux candidats présentés derrière pour avoir une idée qu'il n'y a pas de grosses choses à côté desquelles on serait passé, mais je ne me laisse pas influencer par des choses qui peuvent être personnelles et qui ne sont pas objectives, en tout cas qui le sont de moins en moins. Donc ça, non. Et sur les questions pièges non plus, c'est pas le style de la maison. Pour le coup, il peut y avoir des questions qui ouvrent sur de la créativité. Ça c'est sûr, pour voir si la personne réagit bien sur des petites questions qui peuvent être un petit peu décalées pour amener ça sur certains. Mais je ne travaille pas avec cette méthode-là non plus. On va s'amuser un petit peu aussi parce qu'on aime bien les relations humaines en fait. Mais l'idée, c'est d'aller chercher le potentiel d'un candidat en fait. On va lui tendre une perche en permanence. Pensez aussi, alors un point important, repensez votre méthode de vente. Il faut innover parce que au bout d'un moment, lorsque les méthodes sont bien huilées, on s'endort. Et un commercial a besoin d'être stimulé. Je pense que ça, c'est le rôle du manager et de l'entreprise elle-même, en permanence, faire évoluer ses méthodes. Même si la base d'ossature est la même, nous, ça fait 40 ans que Florian a créé un concept de recrutement et de vente de missions de recrutement qu'on a fait évoluer, en fait, tout au long de notre histoire et de l'histoire de la technologie et des ressources humaines. Mais ne restez pas sur les vieilles méthodes poussiéreuses, on va dire.
Et n'oubliez pas aussi que recruter, c'est un investissement. Vous ne pouvez pas vous arrêter à dire j'ai un besoin, je balance une annonce sur Pôle emploi et puis je leur en veux parce que je n'ai pas assez de CV. Recruter, c'est aussi un acte de management, c'est un acte de stratégique pour l'entreprise. Donc, sachez qu'il y aura un retour sur l'investissement, mais il se fera à long terme. Il y a deux questions différentes. Oui. Une de Christine, c'est pour savoir si l'Institut organise des formations commerciales. Et une autre de Jean-Marc par rapport aux questions sur la connaissance des outils digitaux. Donc, peut-être celui-ci, je donne un avis et après, sur Allez, la formation. Vas-y, je te laisse répondre. Juste sur les outils digitaux, ce que je pose aux commerciaux, c'est quand même un minimum à l'aise avec tout ce qui est pack office, oui. Excel, bien sûr, et puis les CRM, s'ils ont utilisé des CRM derrière, sur l'état d'esprit et sur la manipulation de l'outil en lui-même. Après, sur les choses maison, ils peuvent toujours s'y faire. Mais il y a un minimum de dextérité à avoir avec ces outils aujourd'hui, c'est clé. Alors, pour les formations, par contre, tu peux être plus sur les formations organisées par le FMI. Bien sûr. Alors, vous le savez que nous, le cabinet a un cycle de formation au management, aux ressources humaines et des formations à la vente. Nous allons mettre en place très rapidement, et là, vous recevrez des infos sur nos réseaux sociaux. Alors, il faudra nous suivre également aussi. Et sur notre site, on va mettre en place une série de formations sur la vente également. Donc, là, destinées aux vendeurs. Donc, suivez notre actualité, vous verrez très rapidement que nous allons innover sur ce domaine-là également aussi. Et PowerPoint, alors je vois qu'on parle d'outils en fait, c'est ça. Bon, on arrive au bout. Je vais vous demander maintenant de me poser des questions si vous voulez. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors. Il y avait sur la question originale là, de Thierry qui dit qu'êtes-vous prêt à faire pour moi et pour 1 euro? Une question originale qu'on peut effectivement poser à un commercial et voir comment il réagit. Oui. C'est pas trop piège. Il faut qu'elle ait un lien avec la mission qu'on va lui confier en fait. Si cette question va faire ressortir un trait de personnalité, une aptitude spécifique du candidat, pourquoi pas en fait. Il faut aller chercher des choses que vous allez utiliser derrière, évidemment. Oui. La prudence avec les réseaux sociaux aussi qui est revenue il y a une Christine qui dit attention pour aller nous sur les réseaux sociaux et valider. C'est vrai que il faut être prudent parce que il faut être très prudent. Et est-ce que les réseaux sociaux sont importants pour mon entreprise? Est-ce que je vends en utilisant ces outils-là en fait? Voilà. Bon, je vois que bon, écoutez, ça fait maintenant 40 minutes que nous sommes ensemble. Certains sont en train de me dire qu'ils vont devoir partir. Je pense que c'est l'heure de manger aussi. Donc, je vous rappelle que le 10, nous avons une formation assurée par Loïc Bullière sur le Media Training. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai mis le lien en bas de mon PowerPoint que vous allez tous recevoir. Vous allez également pouvoir recevoir, je le rappelle, la vidéo par un replay que je vais vous envoyer par mail. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle semaine, puisqu'elle fait que démarrer. C'était un plaisir de travailler avec Valérie, qui sur Avignon nous représente maintenant depuis quelques années quand même. Et écoutez, à très bientôt. Bon rendez-vous avec Loïc en fin de semaine. Et profitez bien de ce temps pour penser à vos futurs recrutements de commerciaux. Allez, à bientôt. Merci bien à tout le monde. Bon appétit. Au revoir.